On veut cet après-midi parler un peu de nous. C'est-à-dire qui vivons ici ou ailleurs dans d'autres pays, puisqu'on parlera aussi tout à l'heure des États-Unis, pour essayer de réfléchir, essayer de comprendre l'impact de ce conflit sur la diaspora, sur la situation des Juifs dans les pays où ils vivent, en Occident tout au moins, et aussi sur la façon dont le conflit, avec toutes ses conséquences, est utilisé par certaines forces politiques et dont on veut essayer de décrypter à la fois les intentions, ce que cela dit sur à la fois la société française pour ce qui nous concerne et sur l'état de la gauche aussi. Avec l'horreur du 7 octobre et les retombées de cet événement, les Juifs en Israël et en diaspora ont été confrontés à un double ou à un triple séisme. Israël, censé assurer sans faille la sécurité de ses citoyens par sa force militaire et technologique, et qui était considéré comme un État-refuge pour tous les Juifs du monde, a été atteint lors d'une attaque d'une cruauté et d'un acharnement inouïs, dont les images n'ont pas fini de nous hanter. Au deuil s'ajoute la fin d'une illusion. À travers le monde, les instances traditionnellement garantes de valeurs universelles ont fait défaut. La gauche, les instances de pensée et de réflexion, les universités, les ONG, les mouvements féministes, certaines organisations internationales qui auraient dû exprimer leur solidarité et leur compassion aux victimes ont gardé le silence, ont témoigné leur indifférence ou ont exprimé de la jubilation dans le cadre d'un antisémitisme planétaire englobant juifs et israéliens dans la même haine. Fin de la seconde illusion. Les Juifs de la diaspora sont sans pouvoir sur ce qui se joue sur le terrain, mais en même temps, ils en subissent les conséquences et sont sommés de rendre compte de la politique israélienne, quel que soit leur propre choix politique. Dans leur grande majorité, ils sont viscéralement attachés à la survie d'Israël et aux valeurs démocratiques de sa société. Et ils ont tenté de faire comprendre la légitimité de la guerre d'Israël contre le Hamas puis contre le Hezbollah, qui est une guerre existentielle face à un terrorisme exterminateur. Dès les premiers jours, bien avant la réponse israélienne, ils ont été inaudibles, comme si leurs paroles ne pouvaient pas être entendues. Pour beaucoup d'entre eux, c'est une situation douloureuse et c'est aussi une situation de grande solitude. Dans la rue, comme dans les universités, il semble plus y avoir de place pour un vrai débat intellectuel ou politique, parfois même pour le dialogue ou la sécurité. Parfois, il semble ne pas y avoir de place pour eux. Certains envisagent de partir. Le jour d'après le 7 octobre est bien sombre. Mais il y a un combat qu'en diaspora nous pouvons continuer à conduire. Faire un effort pour ne pas céder à la sidération, pour penser ce que nous sommes en train de vivre, trouver des cheminements intellectuels pour analyser les dévoiements de la pensée d'une certaine gauche et l'instrumentalisation de l'antisémitisme faite par certains partis politiques. Enfin, lutter contre la couche d'ignorance, d'aveuglement volontaire, de démission morale et politique, de glissement sémantique autour de termes comme génocide ou résistance, qui font le lit de la violence à l'œuvre. Pensez aussi le nouveau type d'antisémitisme auquel nous sommes confrontés. En même temps, il nous faut continuer à défendre le droit d'Israël à exister et sa légitimité. Il nous faut être en support, comme nous l'avons toujours été à J-CAL et à La Paix Maintenant, derrière les Israéliens nombreux qui se battent pour défendre leurs valeurs démocratiques et une certaine vision de la société, un espoir, même lointain, de paix dans un cadre politique qui refuse la guerre telle que Benjamin Netanyahou veut la prolonger. C'est dans cette double dimension, cette crête parfois étroite, qu'il nous faut nous tenir. À côté de moi, Eva Illouz, sociologue, universitaire franco-israélienne, spécialisée dans la sociologie des sentiments et de la culture. Eva a enseigné, entre autres, à l'Université de Jérusalem et de Princeton. Directrice à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle publie souvent des articles dans Le Monde, dans Haaretz. Elle est l'auteur d'une douzaine de livres. Et récemment, un tract
C'est comme ça que l'édition le qualifie chez Gallimard. Le 8 octobre, généalogie d'une haine vertueuse, qui fait une analyse très fine et très subtile de ce dont on va parler maintenant. Je vais commencer par une note personnelle et par le 8 octobre. Le 8 octobre, je crois qu'on a été beaucoup à avoir été choqués par ce qui semblait être, je crois, quelque chose de nouveau. Ce qui était nouveau le 8 octobre, si je devais le résumer, je dirais que c'était d'abord la jubilation étrange que beaucoup d'individus et de groupes ont exprimée de façon complètement désinhibée. Ça a été aussi le fait qu'on a tout de suite essayé d'expliquer dans les plus hauts rangs des institutions internationales, comme par exemple Antonio Guterres l'a fait, mais il était loin d'être le seul. On a tout de suite essayé d'expliquer et donc de minimiser l'événement en parlant du contexte de l'événement. Ensuite, ça a été le fait qu'il y a eu de la part d'intellectuels, intellectuels avec guillemets, un déni, tout simplement, un déni des événements, comme par exemple Judith Butler, qui, en mars, jusqu'à mars, je pense que jusqu'à aujourd'hui, niait le fait qu'il y avait eu des viols en masse de femmes. Et elle était loin d'être la seule, puisqu'il y a eu des collectifs féministes qui ont refusé de se prononcer sur les événements. Et ensuite, il y a eu le fait que 3 jours seulement après le 7 octobre, donc le 10 octobre, Riyad Mansour, qui est le représentant palestinien aux Nations Unies, avait déjà accusé Israël de génocide, le 10 octobre. 3 jours. Les corps étaient encore chauds. Donc, le 8 octobre, pour moi, j'ai été le témoin, je pense que beaucoup d'entre nous avons été les témoins d'une sorte d'inversion à la fois des faits et des valeurs. Une inversion qui m'a été personnellement très difficile à supporter. C'est pour la raison pour laquelle j'ai adopté l'expression que le journaliste américain Bret Stephens du New York Times a forgé. L'expression, c'est October 8th Jews, des Juifs du 8 octobre. Je crois que je suis une juive du 8 octobre, non pas que je ne savais pas que j'étais juive avant, pas du tout, mais dans le sens où les juifs du 8 octobre, ce sont ceux qui se disent que finalement, le vieux bon antisémitisme n'avait pas du tout disparu et était encore là. Et cet antisémitisme, je dois vous dire que la présence de cet antisémitisme m'a incroyablement surprise et choquée. Et l'analogie qui m'est venue en tête, tout de suite, j'ai eu le sentiment par rapport à mon camp, qui était donc celui de la gauche, puisque ces réactions antisémite, qui me semblait être antisémite. Très vite, le mot antisémitisme s'est imposé. Et cet antisémitisme venait essentiellement de la gauche. On va parler après de ce que c'est que la gauche. Et j'ai eu le sentiment de vivre mon moment 1956. 1956, vous vous rappelez, c'est l'année où le rapport Khrouchtchev est publié, où Khrouchtchev, donc... dit de façon officielle ce qu'on savait de façon officieuse, mais ce que les partis communistes se refusaient à croire ou à dire, c'est-à-dire qu'il y avait des goulags, c'est-à-dire qu'il y avait des meurtres en masse dans cette belle Union soviétique communiste. Et donc voilà, pour moi, c'était comme un moment 1956. Et c'est là que je me suis rappelé, si j'en avais besoin, mais on s'est tous rappelé que la gauche a commencé comme un mouvement d'idées qui contenait aussi de l'antisémitisme. Ça n'était pas central à la gauche comme ça l'a été
à l'extrême droite française, par exemple, dans les années 20, dans les années 30, mais ça existait. On se souvient que pour Marx, l'essence du judaïsme et la racine de l'âme juive sont dans l'opportunité et l'intérêt personnel, et que le juif se manifeste dans sa soif de l'argent. Pour Proudhon, le juif est l'ennemi du genre humain, et c'est pour Proudhon, le juif est une race qu'il faut exterminer. Et le Staline, qui a été admiré par beaucoup de partis communistes, a mené des campagnes antisémites parmi les plus sanglantes, qui n'auraient pas fait honte à ces qui n'auraient pas fait honte aux Allemands. Donc je me suis... Tout ça, encore une fois, c'est personnel, mais c'est un cheminement intellectuel. Donc je me suis dit, en fait, peut-être que, au fond, c'est ça l'ADN de la gauche, cet antisémitisme qui existe depuis le début. Il y a eu une parenthèse qui est la parenthèse de la Deuxième Guerre mondiale, et au fond, la gauche n'est pas moins antisémite que la droite. Mais là, je vous avoue que là aussi, j'ai changé d'avis. Donc, j'ai fait ce cheminement parce que je crois que la gauche est née d'un paradoxe. Donc, il y a cette gauche antisémite qui est violemment antisémite même, mais qui n'est pas constituée par l'antisémitisme. Et puis, il y a une autre gauche qui se forme précisément contre l'antisémitisme, et c'est la gauche dreyfusarde. Ça, c'est en France. Donc la gauche dreyfusarde, et c'est surtout une gauche intellectuelle. Donc même s'il y a des gens comme Jaurès ou des gens comme Zola qui ont des expressions assez nettement antisémites avant de rejoindre la cause dreyfusarde, il n'empêche qu'on peut dire qu'à ce moment-là, il y a une sorte de gauche qui émerge et qui va continuer et se renforcer après la Deuxième Guerre mondiale, précisément avec dans le sentiment que les Juifs représentent une sorte de paradigme des victimes du fascisme et du pouvoir arbitraire. Et donc, c'est pas étonnant, je dirais, que dans ce cas-là, il y a une sorte d'identification qui s'est construite entre la gauche et les Juifs. Et c'est d'ailleurs cette gauche-là, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi et beaucoup de gens en France et ailleurs, nous sommes joints à la gauche, précisément parce qu'on avait le sentiment que c'était, qu'on était en quelque sorte une cause paradigmatique de la gauche. J'ai eu le sentiment qu'en fait, il se passait quelque chose de nouveau et qu'il ne s'agissait pas seulement d'une résurgence du vieil antisémitisme, mais qu'il fallait prendre vraiment la mesure de la nouveauté radicale de l'événement. Et je crois qu'il s'agit d'un événement nouveau. Le 8 octobre, ce que j'appelle donc le 8 octobre, pour aller très vite, pour parler de la façon que la gauche en France et dans le monde a eu de réagir à ces événements. Il faut prendre la mesure de ce qu'il y a de nouveau, parce que si on se disons que si on s'y réfugie derrière cette idée d'antisémitisme éternel et sempiternel, on ne voit pas la situation politique et on n'a pas le sentiment d'avoir une prise sur les enjeux proprement politiques qui existent aussi dans l'antisémitisme. L'antisémitisme n'est pas seulement qu'une haine ancestrale, c'est aussi une stratégie politique. Et donc voilà. Donc je voudrais en fait décrire très très rapidement ce qui me semble être nouveau dans cette situation. La première chose qui me semble être nouvelle, c'est le rôle prépondérant des élites culturelles, des universités, des artistes et des journalistes dans la réaction aux événements du 7 octobre. Alors, Bebel disait que l'antisémitisme, c'est le socialisme des imbéciles, c'est-à-dire le socialisme de ceux qui ne se portent pas, qu'il y a un groupe de gens plus riches qu'eux. Et je crois que là, c'est devenu le savoir des imbéciles.
C'est-à-dire que cet antisémitisme se nourrit d'une doxa qui est très ignorante du Moyen-Orient, qui est très ignorante de l'histoire du conflit. Et je trouve qu'il est très frappant que des intellectuels comme Frédéric Lordon ou Ta-Nehisi Coates aux États-Unis assument pleinement le devoir de simplicité quand il s'agit du Moyen-Orient, du conflit israélo-palestinien. Tous les deux, je pense sans s'être lus, ils ne se sont pas lus de façon tout à fait indépendante, ont déclaré qu'il était quasiment immoral de voir la question du conflit israélo-palestinien comme une question complexe et qu'en fait, c'était une question qui était très très simple. Il s'agit d'un oppresseur qui opprime un groupe et que face à ça, notre réaction doit être de s'opposer à l'oppresseur. Donc, je dirais que le rôle des intellectuels et notamment des universités, le fait même que pour la première fois on ait utilisé l'expression de campus antisemitism, l'antisémitisme des campus, alors c'était un processus qui était déjà à l'œuvre, mais pas un processus qui a eu ce volume et ce retentissement. Ça a été, et ça fait écho au fait en France que, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, un parti politique a fait de la question israélo-palestinienne la question centrale. Je parle de la LFI, bien sûr. Alors, c'était le cas des partis de droite dans les années 20, dans les années 30, que les Juifs apparaissent et figurent comme jouant un rôle essentiel. Mais ça s'est déporté sur la gauche. Ça s'est déporté sur la gauche en France, avec la LFI. Ça s'est déporté sur la gauche aussi aux États-Unis, parce qu'au sein du Parti démocrate, la question du positionnement du Parti démocrate vis-à-vis d'Israël a joué aussi un rôle central. Beaucoup des démocrates ont perdu beaucoup de leur électorat, précisément parce qu'ils ne s'étaient pas suffisamment... ils n'ont pas opté pour une politique qui était suffisamment anti-israélienne. Donc je dirais que c'est la première fois que, depuis la Deuxième Guerre mondiale, que Israël et les Juifs jouent un rôle aussi important dans les partis de gauche, et ce, en France aussi bien qu'aux États-Unis. La deuxième chose qui me semble nouvelle, c'est le rôle de l'antisionisme dans ce nouvel antisémitisme. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, pour bien conceptualiser ce qui se passe, je ne crois pas qu'on peut dire tout simplement que les antisionistes sont des antisémites qui s'ignorent ou des antisémites qui cherchent une forme de légitimité. Je pense que c'est franchement plus complexe. Et donc ce que je veux dire, c'est que le deuxième élément qui me semble nouveau, c'est l'extraordinaire confusion idéologique qui règne. Et je dis ça par rapport j'ai presque envie de dire, au bon vieil antisémitisme d'extrême droite, qui lui était très clair. Il avait au moins un avantage, c'est d'être très clair, puisqu'il reposait sur une hiérarchie des groupes humains. Et les Juifs n'avaient pas la chance d'être au sommet de cette hiérarchie, mais c'était très clair. Au moins, on savait de quoi il en retournait. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a une immense confusion dans le champ idéologique, précisément à cause du rôle que l'antisionisme joue dans l'antisémitisme. Alors, l'antisionisme se présente comme une opinion politique, et plus que ça se présente aussi comme une position humanitaire et antiraciste. Et ça s'inscrit dans à la fois le combat antinationaliste ou de l'antinationalisme de la gauche, qui est l'antinationalisme de l'après-Deuxième Guerre mondiale, et dans l'anti-impérialisme de la gauche. Or, c'est quand même la première fois qu'il s'agit de nier à un peuple son droit à l'autodétermination, alors que la gauche anti-impérialiste reconnaît ce droit à des nations colonisées. Elle ne reconnaît pas ça au sionisme, parce que le sionisme
loin d'avoir été un colonialisme, a aussi été, il a d'abord peut-être été un anticolonialisme. Et donc, il s'agit de ce que je sais. La seule forme d'anticolonialisme et d'autodétermination nationale, de mouvement d'autodétermination nationale, auquel on nie sa légitimité. Mais tout ça, ça arrive dans le contexte de l'instrumentalisation de l'antisémitisme par Netanyahou et consorts. Je veux dire par là que l'extrême droite israélienne entretient des affinités, et plus que des affinités, avec des antisémites comme Orban, et avec les Trumpistes ou avec le Freedom Party des Autrichiens, mais de l'autre côté, a pu dénoncer la gauche israélienne comme n'aimant pas ou ne servant pas suffisamment la cause des Juifs et, en termes voilés, accuser la gauche israélienne quasiment d'antisémitisme, ce que des gens que Netanyahou parfois envoie dire des choses scandaleuses pour lui ne se privent pas de dire. Donc, ça veut dire... donc, ça, ce que je veux dire, c'est que ça complexifie énormément la discussion sur l'antisémitisme. Ça pose si vous voulez, ça crée une situation sans précédent, puisque les antisémites, sous couvert d'antisionistes, on a des antisémites sous couvert d'antisionistes, on a des gens qui combattent l'antisémitisme, mais qui sont des amis d'antisémites. Aux États-Unis, vous le savez, il y a des gens qui sont antisémites et qui sont très pro-sionistes, et l'extrême droite en fait mondiale aujourd'hui peut être antisémite mais est très pro-sioniste, et donc comme je l'ai dit, et des antisionistes qui sont antisémites. Voilà. Si vous êtes confus, c'est parce que c'est confus. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle je crois qu'il s'agit d'une situation nouvelle, c'est que le repositionnement de la droite, de l'extrême droite, le fait que des antisémites soient pro-sionistes et le fait que les antisionistes soient aussi des antisémites, tout ça, ça crée une très grande salade idéologique dans laquelle on a beaucoup de mal à se retrouver. Et surtout, on a beaucoup plus de mal à combattre contre l'antisémitisme de façon effective quand l'antisémitisme est aussi instrumentalisé par des gens comme Netanyahou. Troisième chose, c'est le rôle des organisations internationales. Ça faisait un moment qu'on savait qu'elles jouaient un rôle dans la délégitimation d'Israël. On se souvient de la conférence de Durban des Nations Unies de 2001 où on avait dit que le sionisme était un racisme. Mais comme vous le savez, l'Afrique du Sud a déposé une plainte pour génocide. L'enquête est en cours et Karim Khan de la ICC a déposé des mandats d'arrêt contre Galland, Netanyahou et Mohamed Daif, qui se fiche sans doute pas mal de son mandat d'arrêt puisqu'il est sans doute mort. Il est sans doute mort. Donc, et là, c'est très étonnant. Je dois dire que c'est très étonnant puisqu'il y a beaucoup de firsts, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de précédent dans ce qui s'est passé. L'Afrique du Sud qui avait refusé d'arrêter Omar al-Bashir qui était sur son territoire, Omar al-Bashir qui avait été responsable, contre lequel il y avait un mandat d'arrêt dans la Cour internationale, dans la Cour criminelle, la CPI, parce qu'il avait été responsable du génocide de Darfour et qui avait refusé de l'arrêter, a tout à coup une conscience morale qui la tourmente quand il s'agit d'Israël. Alors qu'elle n'a jamais déposé, par exemple, de mandat d'arrêt contre... Non seulement elle n'a pas déposé de mandat d'arrêt contre le Soudan, mais elle n'a pas arrêté Omar al-Bashir qui était sur son territoire. C'est aussi la première fois qu'on donne des mandats d'arrêt contre des leaders de pays démocratiques. C'est la première fois qu'on donne un mandat d'arrêt contre quelqu'un qui est mort. Au moment où le mandat d'arrêt est
est donné. Et c'est aussi la première fois, j'ai regardé les autres cas, d'autres cas, ça a été exceptionnellement rapide. Le mot de génocide a circulé par rapport à Israël de façon qui a été exceptionnellement rapide. Je vous rappelle que dans le cas du Rwanda, Roméo Dallaire, qui était le général qui était au Rwanda, le général qui était commissionné, a demandé, a supplié en fait le Security Council de lui envoyer des troupes supplémentaires parce qu'il comprenait ce qui se passait. Le Security Council non seulement a refusé de lui envoyer des troupes, mais il avait à peu près 2500 troupes, ils ont retiré 2300. Il restait avec 200 personnes, soldats. Pourquoi? Parce que on ne pensait pas qu'il se passait un génocide. Il a fallu 1 million de morts pour que le Security Council de l'ONU en vienne à la conclusion qu'il s'agissait peut-être d'un génocide. Donc, ce que je veux dire par là, simplement, c'est qu'il est étonnant de voir la facilité avec laquelle on utilise le mot de génocide, comme je vous l'ai dit, 3 jours après les attentats du 7 octobre, quand il s'agit d'Israël. Et dans d'autres cas, on a beaucoup de mal à utiliser le mot de génocide. Le Conseil de sécurité voyait ça comme un problème interne et comme une guerre civile. Pas par hasard, c'est que je pense qu'il y a véritablement, de la part de l'Iran, mais pas seulement, un noyautage très fort des organisations internationales et qu'on est en train de voir en fait véritablement les résultats de ce travail de fond qui est fait depuis 30 ans. Le 4e élément qui est nouveau, me semble-t-il, c'est la synchronisation globale des réactions au 7 octobre. L'antisémitisme était une affaire nationale et là c'est devenu une affaire globale. Là, ça me semble aussi quelque chose qui était assez nouveau et qui a fait partie aussi du sentiment de choc que moi et d'autres personnes ont eu. Et là aussi, je crois qu'il faut simplement dire très rapidement, parce qu'il faudrait consacrer à ça toute une analyse, c'est aussi le résultat de... j'ai envie de dire de génie organisationnel de la part du Qatar et des Palestiniens. Une organisation comme Students for Justice in Palestine, qui n'existait pas il y a 25 ans aux États-Unis, qui est apparue il y a à peu près 20 ans, aujourd'hui à 300 antennes dans des universités américaines. Le Qatar a été le pays qui a financé le plus de chaires, qui a contribué le plus, qui a fait le plus de contributions privées dans les universités américaines. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de compréhension que je trouve géniale de la façon dont on change l'opinion publique en travaillant à partir des organisations et en utilisant l'espace que la liberté d'expression nous donne. 5e élément qui me semble très nouveau, c'est le rôle des Juifs dans un mouvement, alors je vais dire pour le moins antisioniste, je vais pas parler d'antisémitisme, mais dans ce qui s'est passé, dans ce qui se passe depuis le 7 octobre, les Juifs jouent un rôle très important. Et ils le jouent pas en tant qu'individu, aussi en tant qu'organisation. Une organisation comme Jewish Voice for Peace, par exemple, ou des gens comme Judith Butler qui a véritablement un public derrière elle. Ça représente quelque chose, je pense, de nouveau dans cette campagne internationale contre Israël. Et au point que vous avez des universitaires comme Rachid Khalidi de l'Université de Columbia qui justifient, alors Rachid Khalidi qui est un des grands historiens de la Palestine, qui justifie leur antisionisme. C'est devenu très à la mode aujourd'hui de justifier son antisionisme en faisant référence à l'antisionisme de juifs, puisque les juifs sont là pour cachériser l'antisionisme, et en faisant référence
même au Bund, et en voyant donc... Alors, c'est une erreur conceptuelle grave. L'antisionisme du Bund n'a rien à voir avec l'antisionisme d'aujourd'hui. Parce que être antisioniste quand l'État d'Israël n'existe pas encore du tout, et que les Juifs sont massacrés, pogromisés, et que la question est de savoir comment le mieux survivre, c'est une question qui est entièrement différente, ou c'est une position qui est entièrement différente de celle qui consiste à s'opposer à un État qui existe déjà. Donc, pour ceux qui veulent essayer de noyer le poisson en disant que les bundistes aussi étaient antisionistes, il s'agit vraiment d'une fraude et d'une supercherie intellectuelle. Et puis, le sixième élément de ce qui est nouveau, c'est que je crois que ça m'a pris très longtemps à comprendre ça, même si c'était très évident. Ce qu'il y avait de nouveau dans les discours de gauche, c'est qu'il ne s'agissait plus du tout d'une revendication de paix. Jusque-là, la gauche consistait à incriminer Israël pour ne pas, présumément, vouloir suffisamment la paix ou implémenter suffisamment la paix. Non, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agissait. Il s'agissait d'un discours de guerre, c'est-à-dire d'un discours dont l'objet, assez explicite, même pas caché, était de démanteler, comme ils aiment dire, démanteler l'État d'Israël, tout simplement. Démanteler l'État d'Israël, alors que ça prenne la forme d'une expulsion en masse, d'une extermination ou d'un État pour deux peuples, je pense que beaucoup de gens ne se posent pas la question. La seule idée qui retient leur attention, c'est l'idée qu'il faut démanteler un État juif en tant que tel. Alors cette chose nouvelle, que ce soit clair, elle ne peut pas être aussi forte si elle ne s'articule pas sur de vieilles accusations. Alors, je crois que l'accusation la plus familière contre les Juifs, c'est le Juif en tant que criminel. Le Juif, ça commence avec l'accusation du déicide, qui est quand même assez grave. Hein. Tuer un Dieu, il faut le faire quand même. Ensuite, ça continue avec les accusations de meurtre rituel. Donc je dirais que les Juifs, dans la conscience occidentale, apparaissent comme ceux qui mettent en jeu toujours la moralité, ceux qui mettent en danger la moralité, et notamment en versant le sang d'autres. Et c'est la raison pour laquelle le sionisme aujourd'hui est devenu une sorte de méga-métaphore qui contient le capitalisme, l'extractionnisme, la globalisation et le réchauffement climatique aussi. Alors, ne me demandez pas comment, mais je vous assure que c'est comme ça qu'on voit le sionisme, comme responsable du réchauffement climatique. Donc il y a une situation nouvelle qui s'articule sur des contenus anciens. Et alors, je vais terminer en posant la question de savoir qu'est-ce que nous, juifs de gauche, parce que devons faire. Alors, je vais être rapide. D'abord, je crois qu'il faut absolument refuser à l'extrême gauche l'idée qu'elle est ou extrême ou gauche. Il faut absolument nous battre pour défendre le droit à représenter les vraies valeurs de la social-démocratie. Et là-dessus, je pense qu'il y a un accord complet entre moi et Laurent Geoffrin qui va parler, que j'ai vraiment grande hâte d'écouter. Et il faut leur contester le droit de s'appeler gauche. Je pense qu'une gauche qui soutient un groupe terroriste qui est incapable d'éprouver de la compassion pour des victimes, qui nie des faits empiriques qui justifient le meurtre, ne peut plus s'appeler gauche. Il ne faut pas avoir honte ou peur de contester à cette gauche-là le droit de s'appeler gauche. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est qu'il faut combattre la droitisation de la communauté juive en France. Alors, quand je dis droitisation, je veux m'expliquer. On a absolument le droit d'être à droite. Je n'ai pas du tout de mépris, mais loin de là, pour des positions politiques qui seraient à droite.
Ce que je combats dans la droitisation de la communauté juive française, c'est son aveuglement sur le danger que Netanyahou et ses acolytes d'extrême droite posent pour le sionisme et pour l'État d'Israël. Je ne peux pas en parler, mais la droitisation ne peut pas vouloir dire un aveuglement au danger que Netanyahou et l'extrême droite posent. C'est dans ce sens-là que je voudrais m'opposer à la droitisation de la communauté juive. Ensuite, je pense qu'il faut urgemment que, en France, Arabes et Juifs démocrates reconstruisent ensemble une vision pour Israël et une vision aussi intercommunautaire en France même. Il y a beaucoup d'Arabes démocrates et ils sont plus isolés qu'on ne le pense. Et je pense qu'il faudrait créer véritablement des plateformes, pas pour dialoguer, moi je ne crois pas tellement au dialogue, mais pour partager justement des valeurs communes, qui sont les valeurs de la démocratie et du républicanisme. Je crois qu'il faut aussi créer des ponts avec la gauche israélienne, qui a été très affaiblie par la réaction de la gauche mondiale. La gauche israélienne doit être absolument renforcée, mais pas seulement avec la gauche israélienne. Je crois qu'il faut aussi créer des ponts avec les démocrates des pays arabes. Et c'est la responsabilité des gauches européennes et de la gauche américaine, non pas d'attiser la polarisation qui existe, qui est ce qu'elle a fait. La LFI n'a fait que finalement faire le jeu des extrémistes de tous les côtés, de tous les bords. Au contraire, la vraie gauche doit vraiment reconstruire des ponts et renforcer et la gauche israélienne et la gauche israélienne qui, pour moi, je le précise, non seulement a établi le sionisme en Israël, ça c'est un fait historique, mais est la seule aujourd'hui capable de continuer véritablement le projet sioniste. C'est pour ça que je suis pour la gauche israélienne. Donc il faut faire ça et aussi renforcer les démocrates des pays arabes. Et il faut absolument rejeter le discours de guerre que la LFI a promis. Et il faut qu'on se rappelle, nous juifs, que historiquement, on a grosso modo été plus et mieux défendus par la gauche. Il faut se souvenir de ça. Et donc c'est une responsabilité historique qu'on a, nous, en quelque sorte, de sauver la gauche d'elle-même aujourd'hui. Merci.